Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous proposer aujourd'hui un nouveau podcast en ce mois de la femme. Nous sommes en compagnie de Ariane Kwasi. Ariane Kwasi est une experte chevronnée dans le domaine de la finance digitale et de l'inclusion financière avec un focus particulier sur les femmes. Bonjour Ariane et bienvenue. Pour commencer, pourriez-vous nous dire qui est Ariane Kwasi et nous parler de votre parcours? Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je me décrirais comme quelqu'un qui a eu la chance de contribuer modestement au secteur de l'inclusion financière numérique avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes. Donc, j'ai eu l'opportunité d'apprendre énormément au travers de mes 7 années d'expérience en collaborant avec des institutions et des projets, enfin, sur des projets variés, toujours dans l'optique de faire une différence concrète dans la vie des personnes les plus vulnérables. Je me spécialise dans tout ce qui touche à l'éducation financière, la finance digitale et l'autonomisation des femmes en milieu rural. Globalement, j'ai toujours abordé mon travail avec beaucoup d'humilité parce que consciente de l'impact que je pouvais avoir sur la vie des personnes vulnérables, mais tout ceci en restant vraiment confiante dans les solutions innovantes que nous développons pour faire avancer l'inclusion financière, surtout auprès des femmes en milieu rural. Félicitations pour votre parcours et pour vos accomplissements. Nous notons que votre parcours a été grandement influencé par les femmes, l'autonomisation des femmes. Qu'est-ce qui vous motive à travailler sur des sujets impliquant les femmes? Mon engagement vers l'autonomisation des femmes trouve son origine dans le dynamisme et la résilience de ma mère, donc qui est une véritable source d'inspiration constante dans ma vie. Déjà, sa capacité à surmonter les défis, tout en restant dynamique et déterminée. Cela m'a profondément influencée. Mais il faut dire que mon engagement ne se résume pas seulement à mon histoire personnelle, parce qu'en tant que femme, j'ai été témoin de plusieurs défis auxquels les femmes sont confrontées au quotidien. Euh, Partant des inégalités sociales, aux violences psychologiques, en passant par le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé, euh, des stéréotypes de tout genre. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, environ 75% des femmes vivant en milieu rural se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'elles représentent, on va dire, plus de 60% de la main-d'œuvre agricole dans le pays. Donc, c'est grâce à ces femmes-là que nous avons de quoi manger dans nos assiettes. Mais celles-ci font face à de nombreux défis, notamment le manque d'accès aux ressources agricoles, telles que la terre, l'eau, les moyens de transport de leur production lorsqu'elles sont en phase de récolte, par exemple. Euh, il y a également l'accès insuffisant, on va dire, à, à l'information et les défis liés à la commercialisation même de leurs produits. Et je parlais tantôt d'accès au marché. Mais il y a également des obstacles culturels et sociaux dus aux normes de genre. Mais il faut noter également que le manque d'accès au financement formel, donc à travers les institutions financières formelles telles que les institutions de microfinance, les banques, pour faute de viabilité de leur modèle économique, très souvent au niveau de ces femmes-là, ou encore par manque de garantie, quand bien même certaines institutions financières essaient, hein, tant bien que mal, d'être flexibles sur le coût du crédit, mais quelque part, ils doivent aussi jouer le jeu de l'équilibre entre le côté social de l'offre, mais également la rentabilité en tant qu'institution à but lucratif. Il faut dire qu'au-delà de tout ceci, il convient aussi de noter l'impact considérable du changement climatique sur les activités agricoles de ces femmes-là et le besoin pressant de partager avec elles des pratiques plus écologiques et
le développement de solutions innovantes pour faciliter leur résilience. Il faut dire que les femmes font face à de nombreux obstacles, d'accord, qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Et mon engagement est également motivé par la conviction que soutenir les femmes non seulement améliore leur vie, mais a également un effet multiplicateur sur la santé, sur l'éducation et même le bien-être des communautés dans lesquelles elles vivent. Donc, voir les femmes s'épanouir, prendre en main leur destin économique et devenir des acteurs de changement dans leur communauté, est ce qui me pousse, moi, à continuer mon travail avec beaucoup de passion et de dévouement. Vous parlez beaucoup des défis auxquels les femmes font face et qui sont nombreux, comme les inégalités sociales. Aujourd'hui, vous travaillez pour le SEGAP. Comment le SEGAP soutient-il les femmes et les accompagne à relever ces défis au quotidien? Le SIGAP, c'est une organisation mondiale donc qui s'engage à promouvoir l'inclusion financière des populations vulnérables. Il faut dire que le soutien aux femmes entrepreneurs est l'un des piliers de notre mission. Aujourd'hui, pour exemple, nous collaborons avec des institutions financières pour les aider à concevoir des produits et services qui répondent spécifiquement aux besoins des femmes entrepreneurs. Euh, le SIGAP investit également dans la recherche, donc pour identifier les barrières à l'inclusion financière des femmes, entre autres, et également pour développer des stratégies efficaces pour les surmonter. Donc, nous nous efforçons de diffuser nos connaissances et nos découvertes à travers une variété de plateformes, donc y compris des publications, des conférences et des ateliers, donc qui ont pour but de sensibiliser et d'éduquer un large éventail de parties prenantes sur l'importance de l'inclusion financière des femmes. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de créer un environnement plus favorable à l'entrepreneuriat féminin en permettant aux femmes d'avoir accès au financement, aux services de formation et également au réseau dont elles ont besoin pour réussir. Souvent, les femmes peinent à accéder au financement en raison des manques de garantie ou encore d'une éducation financière souvent jugée insuffisante. Il faut dire qu'aujourd'hui, le SIGAP accompagne une organisation en Côte d'Ivoire donc qui a développé une plateforme digitale qui facilite, on va dire, l'accès au marché euh, des, des acteurs clés de la chaîne de valeur de la noix de cajou et plus spécifiquement les femmes qui représentent une cible prioritaire pour nous. Donc, cette plateforme-là va faciliter l'accès au marché pour les productrices d'anacards en Côte d'Ivoire. Et donc, au travers de cette plateforme-là, elles ont la possibilité d'être mises en relation avec des acheteurs qui ont cette capacité de pouvoir acheter leur production au prix du marché, donc au prix fixé par le gouvernement durant la campagne. De facto, cela va permettre à ces femmes-là d'être garanties, d'avoir un certain niveau de revenus et donc ne plus être à la merci des acheteurs véreux, des pisteurs, entre autres. Au regard du travail que vous abattez avec ces entrepreneurs agricoles, avez-vous observé des impacts spécifiques? En termes d'impact, je dirais pas impact, mais plutôt les effets, vu que le projet est toujours en cours. La plateforme digitale permet à ces femmes-là de recevoir leurs revenus en, dans leur portefeuille de monnaie électronique. Donc, ce qui va éviter les cas d'agression, des cas de vol durant la campagne. Mais également, on a une certaine traçabilité de leurs revenus issus de cette activité-là. C'est que recherchent aussi, quelque part, les institutions financières formelles, telles que les institutions de microfinance ou encore les banques, pour avoir une idée du comportement financier de ces femmes, voir les revenus
euh, que peuvent générer cette activité. Et puis, elles ont aussi, à travers cette plateforme-là, cet accès à ces institutions financières, puisque nous faisons également le lien. Donc, nous faisons la mise en relation aussi avec les institutions financières. Beaucoup de bénéfices, en effet, qui facilitent l'inclusion financière des femmes. Le thème de la journée de la femme, c'est investir dans la femme pour accélérer le progrès. Comment résumeriez-vous les types d'investissements qu'on pourrait engager sur les femmes? Sont-ils tous liés à la diminution de sa vulnérabilité socio-économique? Je trouve le thème très pertinent. Donc, le thème choisi pour cette année, je le trouve très pertinent, en ce sens que pour moi, investir dans les femmes signifie reconnaître leur potentiel en tant que moteur de croissance économique et sociale. Donc, cela implique donc d'accorder une attention particulière à l'éducation des filles, de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat féminin et de garantir l'équité et l'égalité des chances, des droits, donc y compris l'accès à la propriété foncière ou encore aux services financiers, par exemple. Alors, pour investir sur les femmes, moi, je propose quatre axes majeurs. Le premier serait l'accès équitable aux ressources financières. Parce que il est très important de mettre en place des programmes de microcrédit, donc de microcrédit, même de crédit, puisqu'il y a des femmes entrepreneurs qui ont un certain niveau d'activité. Mais il faut proposer vraiment des taux d'intérêt abordables pour pouvoir toucher le plus grand nombre et proposer des garanties flexibles. Je sais qu'il y a des initiatives euh, tels que, par exemple, des fonds de garantie pour les prêts aux femmes qui existent. Et donc, ces fonds-là peuvent vraiment encourager les institutions financières à prêter davantage aux femmes parce que ce n'est pas toujours évident de pouvoir supporter des risques lorsque, par exemple, l'activité n'est pas totalement manque de traçabilité, le comportement financier manque de traçabilité. Il faut vraiment quelque chose aussi, une chose sur laquelle s'appuyer pour pouvoir supporter aussi ce risque-là. Et donc, la mise en place de ces fonds de garantie peut aider à supporter ce risque. En deuxième point, je dirais l'accès à la formation et au mentorat. Il existe également pas mal d'initiatives dans ce sens et c'est vraiment à encourager et à féliciter. Mais il faut continuer à renforcer et appuyer la création de ce genre de programme-là qui cible les femmes entrepreneurs en mettant l'accent sur le développement des compétences, donc en gestion financière, l'accès au marché, en planification stratégique surtout, parce que très souvent, on rencontre des femmes entrepreneurs qui sont plus dans une vision court-termiste et il faut vraiment leur apprendre, pardon, à, à planifier vraiment sur le long terme, donc à développer toute une planification stratégique pour qu'elles se projettent et qu'elles visent également grand. Et donc, je pense que ces programmes-là peuvent être mis en place en partenariat avec des entreprises locales, des organisations de la société civile ou encore des institutions académiques. En plus de cela, il faut favoriser la participation des femmes entrepreneurs au marché public. Il faut les accompagner dans ce sens-là, peut-être en introduisant des quotas, par exemple, ou des mesures incitatives pour les entreprises dirigées par des femmes. Cela peut inclure des préférences d'attribution dans les appels d'offres publics ou des programmes de mentorat tout simplement pour aider ces femmes-là à accéder au marché public, comprendre comment est-ce que les marchés publics fonctionnent, quelles sont les dispositions à prendre. En fait, pour moi, dans ma conception, c'est que en accompagnant les femmes dans l'accès au marché, il faut intervenir sur euh, chaque maillon de la chaîne de valeur dans le secteur dans lequel elles interviennent. C'est-à-dire créer
mettre en place en fait une sorte de réseau de la productrice jusqu'à à l'exportatrice, par exemple. Dans la chaîne de valeur, on peut retrouver des femmes qui sont dans le secteur du transport. S'il n'y en a pas, les inciter peut-être à s'y intéresser. De telle sorte qu'à chaque maillon, on a des femmes qui peuvent agir et tirer les autres également vers le haut et créer une sorte de petit écosystème. Et pour terminer sur cette question-là, l'un des points également importants, c'est la promotion de l'équité des genres dans les politiques publiques. Je pense que c'est indispensable. Il faut impérativement intégrer une perspective, pardon, de genre dans l'ensemble des politiques publiques et en veillant à ce qu'elles tiennent compte des besoins spécifiques des femmes entrepreneurs. Euh, on peut avoir des mesures visant à garantir l'égalité des chances en matière d'accès aux ressources, de participation aux décisions et même de protection contre la discrimination. Et je pense qu'en mettant en œuvre ces politiques et mesures, les gouvernements peuvent créer un environnement propice à l'entrepreneuriat féminin. Vous avez travaillé tout au long de votre parcours avec différentes catégories de femmes. Quelles leçons avez-vous tirées de ces expériences? Alors, l'une des premières leçons que je retiens, c'est que ce sont des personnes avec beaucoup de volonté de bien faire, de réussir, d'impacter leur communauté. Très souvent, lorsque ces femmes-là sont accompagnées de la manière adaptée, elles produisent d'excellents résultats. Il est très important de prendre en compte leurs besoins et leurs réalités spécifiques. J'insiste là-dessus parce que les femmes en milieu urbain n'ont pas les mêmes réalités que les femmes en milieu rural ou encore celles qui ont été sur les bancs, donc qui ont été scolarisées, n'ont pas forcément les mêmes réalités que les femmes qui n'ont jamais été sur les bancs. Donc, il faut vraiment prendre en compte les réalités spécifiques des femmes dans la conception et la mise en œuvre des programmes. Et pour moi, il est également crucial de leur fournir un soutien, on va dire, global, un soutien holistique. Donc, qui va englober à la fois le financement, la formation, le mentorat et l'accès au marché. Une autre leçon aussi importante, c'est la nécessité d'être flexible dans la conception des programmes même d'investissement sur les femmes. Et parce que comme je le disais, les besoins et les défis peuvent varier considérablement en fonction du contexte géographique, en fonction de leur secteur d'activité, de leur niveau d'éducation. Donc, il faut vraiment adopter une approche personnalisée qui tient compte de ces différences-là et puis et qui puisse s'adapter aux changements et aux défis imprévus. Et il faut dire également que investir dans les femmes, ce n'est pas seulement une question de générosité ou de responsabilité sociale. Très important. C'est aussi une stratégie de développement économique viable à long terme. Donc, les femmes entrepreneurs ont démontré leur capacité à générer des revenus. Pour la petite expérience que j'ai, elles ont démontré également leur capacité à créer des emplois et à stimuler euh, la croissance économique dans leur communauté. Donc, en investissant dans leur autonomisation économique, on crée un cercle où les femmes investissent à leur tour dans l'éducation et la santé de leur famille. Et donc, on se retrouve à un cycle de pauvreté qui va se briser. On comprend que les institutions qui voudraient investir dans les femmes devraient apprendre à leur faire confiance parce qu'elles sont naturellement engagées et ont une voix à faire entendre. Auriez-vous tout de même un mot à l'endroit de ces organisations-là qui soutiennent les femmes, que ce soit des incubateurs ou encore des institutions leur donnant accès à des financements? Alors, mon conseil pour les institutions financières ou autres qui souhaitent investir sur les femmes, c'est de prendre tout simplement en compte leur diversité et leurs besoins spécifiques, de vraiment s'engager à long terme dans le soutien aux initiatives en faveur des femmes et de travailler vraiment à mesurer régulièrement l'impact de leurs investissements
parce que ce n'est que comme cela qu'elles pourront ajuster leur stratégie en conséquence. Ces institutions-là doivent également rechercher des opportunités de collaboration et ne pas aller forcément en rang dispersé et disparate. Elle doit donc rechercher des opportunités de collaboration et de partenariat avec d'autres acteurs du développement, y compris les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les organisations même de femmes. Parce que je pense qu'ensemble, ces partenaires-là peuvent combiner leurs ressources, euh, leur expertise, leur influence, parce que pour les entités qui interviennent exclusivement sur tout ce qui est activité à but lucratif ou encore tout ce qui touche au volet commercial, n'ont pas forcément une très bonne connaissance du fonctionnement, par exemple, dans tout ce qui est cadre de projet de développement, par exemple. Et donc, c'est dans ce sens-là que tous doivent travailler en synergie, travailler en partenariat, en mode collaboratif pour créer un impact plus significatif et durable en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Merci beaucoup, Ariane, pour tes encouragements vers les femmes. Nous l'avons compris. Les femmes ont beaucoup de volonté et de capacité, mais elles rencontrent aussi beaucoup de difficultés et ont de nombreux défis à relever. Aux organismes qui déploient des initiatives pour l'autonomisation des femmes ou qui en ont l'intention, sachez que les femmes sont résilientes, responsables et déterminées quand elles sont bien intégrées. Faire confiance aux femmes, c'est donc un pari gagnant. À toutes ces femmes entrepreneurs, comme Ariane nous l'a dit, ne jamais baisser les bras et tirer autant que possible parti de toutes les initiatives disponibles dans l'écosystème. Merci encore, Ariane, d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience et votre expertise. À notre chère audience, retrouvons-nous sur notre hub de la finance digitale, lafinancedigitale.com, pour plus de contenu impactant. Au revoir.